Ça y est, on est dimanche et je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Hightech 221. Comme vous le savez, on adore vous faire découvrir de jeunes entrepreneurs mais aussi les recevoir. Aujourd'hui, on reçoit Antus, c'est une marque qui a su se connaître grâce au digital. Elle compte plus de 100 000 abonnés et c'est très rare pour un small business. Alors nous avons posé la question à Anta, c'est quoi son secret? Alors, Antus, c'est une marque de vêtements qui confectionne des tenues pour femmes et des tenues assez décentes, à la fois chic, classe. Donc, on cible plutôt les femmes voilées et les femmes qui aiment s'habiller de manière décente et pudique. Donc, l'idée m'est venue de créer la marque pour résoudre un problème parce que quand je faisais mes stages en entreprise, j'avais énormément de mal à trouver des articles qui sont à la fois classe mais en même temps pudiques. Et donc, j'ai commencé à confectionner mes propres modèles comme j'étais passionnée de mode depuis toute jeune. Alors aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent une opportunité énorme pour nous jeunes entrepreneurs. Et Antus, pour la marque Antus, on utilise plus Instagram, Facebook et surtout Twitter pour faire des vidéos, des reels sur Instagram. On fait aussi des posts après les shootings, on poste un peu partout sur Facebook et Instagram aussi. Donc vendre en ligne, ça voudrait dire en fait exposer ses produits un peu partout dans les réseaux sociaux. Ça a des avantages comme ça aussi des inconvénients, notamment le fait que les autres puissent copier les modèles créés. Et aussi, je dirais aussi, ce qui est plus difficile encore, c'est que la cliente, qu'on puisse connaître réellement la taille de la cliente et l'adapter à la tenue. Donc c'est différent en fait de vendre en physique parce que là on connaît le client, on voit la morphologie de la cliente, on pourra bien adapter les mesures à la tenue. Alors je fais souvent des vidéos, des stories sur Instagram. Je montre mes modèles, je décris les modèles. Je fais aussi des vidéos réelles sur Instagram aussi. Je fais souvent des posts de mes modèles après le shooting. Et quand je voyage aussi, je montre un peu à peu près ce que je fais quand j'achète mes tissus à l'étranger. Je fais des petites vidéos et c'est comme ça que je crée du contenu via les réseaux. Bon, Kainak, c'est un logiciel de reconnaissance faciale. Le nom est Driver Serrer qui signifie superviseur ou berger. Donc, ça va permettre de faire la reconnaissance faciale en se basant sur des parties spécifiques du visage, comme le nez, les pupilles et aussi la longueur entre le visage et le nez, quoi. Le logiciel va permettre à la police ou à la gendarmerie d'appréhender les personnes beaucoup plus vite, c'est-à-dire ça va participer beaucoup plus dans le domaine de la sécurité, ou bien de lutter contre la criminalité aux autres, parce que ça va permettre dans les postes de frontières ou bien dans les contrôles de police de pouvoir contrôler les personnes beaucoup plus facilement parce qu'il est doté d'une application mobile directement reliée et connectée au logiciel qui va permettre à la police, une fois arrêter une personne, de scanner directement son visage et pouvoir avoir son identité beaucoup plus facilement. Oui, il peut être aussi utilisé dans les transactions bancaires parce que l'objectif final c'était ça, c'est-à-dire l'utilisation de ce logiciel dans les transactions bancaires pour beaucoup plus de facilité. Parce que étant étudiant aussi, on a pu constater que les étudiants se lamentent beaucoup plus avec les cartes GAP, parce que parfois vous revenez, vous dites que le GAP a pris ma carte et tout ça. Et avec ce logiciel-là, on peut transiter vers la reconnaissance faciale en remplaçant les cartes GAP avec la reconnaissance faciale. Une fois se présenter au niveau du GAP, où il va scanner vos visages et le clavier va directement déverrouiller. Vous remplissez votre mot de passe et la somme et ensuite vous appliquez et vous avez votre argent. Mais les informations qui étaient au niveau de la carte vont être reliées au niveau de la reconnaissance faciale et reliées avec votre visage. Donc l'objectif final c'était l'utilisation de ce logiciel vers les transactions bancaires pour plus de sécurité et plus de facilité. Ce logiciel peut être destiné au corps de sécurité, mais aussi peut être destiné dans le domaine de la transaction bancaire, comme avec les banques et genre. Parce qu'il peut aussi permettre les banquiers d'accroître leur sécurité parce que avant de prêter un client une telle somme d'argent, il faut savoir à qui vous prêtez. C'est qui? D'abord, la personne que vous prêtez. Est-ce qu'il a une fois
endetté dans une banque ou pas. Mais ce logiciel, ça peut aider de remédier à ça. Parce que si vous présentez au niveau des banques, il va scanner votre visage. Il va remplir toutes les informations sur vous. Et ensuite, il va dire que vous avez une dette au niveau de la banque X. Après avoir fait ça, vous allez dans une banque B, par exemple. Ensuite, si les banquiers partagent les mêmes informations, une fois vous présentez au niveau de banque B, s'il scanne votre visage, il va savoir directement est-ce que vous étiez d'abord, est-ce que vous avez une dette antérieure dans une banque ou pas. Oui, le logiciel est disponible en ce moment. Il est déjà conçu. Donc, ce qu'on attend, on attend tout simplement son déploiement et parler avec les partenaires et tout ça pour pouvoir le déployer. J'espère que votre magal s'est bien passé. Là, on se prépare pour le Gamou. Mais s'il y a une polémique qui revient à chaque événement religieux, c'est le fait d'utiliser les réseaux sociaux, que ce soit pour faire des snaps ou des TikTok. Comment vous voyez le fait de se filmer dans les lieux spirituels? Que pensez-vous du fait de se filmer dans les lieux religieux pour les réseaux sociaux? Personnellement, je trouve que chacun bénéficie d'une certaine liberté en ce qui concerne les réseaux sociaux. Tant que les publications n'affectent pas une personne extérieure, je n'ai aucun problème avec ça. Également, ça peut avoir des inconvénients parce que souvent les lieux religieux sont des lieux quand même assez, comment dire, des lieux saints où il faut être quand même droit, se concentrer vraiment sur la prière. Donc ça, c'est le côté bénéfique comme c'est le côté un peu... Voilà. Et je dirais simplement que c'est mal parce qu'à la base, quand on va dans un lieu religieux, ce n'est pas pour se filmer, c'est pour un but bien précis. Alors moi je pense que c'est un phénomène très fulgurant, d'autant plus que nous sommes déjà dans un siècle qui utilise beaucoup les réseaux sociaux. Et donc quand même je pense que c'est un phénomène qui est beaucoup débattable. D'accord. D'un point de vue, d'aucuns pourraient voir cela comme un avantage, d'autant plus que prendre l'imagerie dans les lieux publics, donc les lieux religieux publics, pourrait, pourquoi pas, informer plus d'un sur la question de la religion et d'autres pourraient voir les limites, d'autant plus que l'image, voilà, elle est beaucoup plus personnalisée. Même si le fait de se filmer est une bonne chose, quelle est la limite selon vous lorsqu'on est dans un endroit spirituel? La limite consiste à ne pas porter préjudice aux personnes extérieures, aux personnes externes. Il y a des personnes qui ne vont pas forcément apprécier qu'on les filme. Voilà, c'est ce qu'on appelle, je pense, le droit à l'image. Généralement, on ne prête pas attention à ces éléments-là. Alors, c'est bien de filmer, mais il faut savoir également ce qu'on dit comme commentaire. Parce qu'on ne peut pas tous avoir le même avis sur... on a tous des religions différentes, donc chacun a son avis sur la religion. Du coup, c'est bien de filmer, mais en ce qui concerne les commentaires, lorsqu'on filme, il faudrait avoir des restrictions, je trouve. Hein, mais c'est toujours voilà, une bonne chose quand même. Alors déjà, quand on est dans un lieu public, il faut respecter la liberté de tout un chacun. C'est-à-dire, si les personnes ne veulent pas être filmées, donc c'est leur droit le plus absolu, et de se faire respecter dans ce sens. Donc je pense que ce serait à la personne qui a l'intention de filmer, de respecter tout simplement la liberté de tout un chacun et ne pas les outrepasser. Filmer dans les endroits religieux n'est pas quelque chose à déplorer. S'ils respectent l'endroit, par exemple, ne pas mettre de la musique ou filmer dans les endroits où reposent les chefs religieux. Pour vous, comment on devrait utiliser les réseaux sociaux de façon bénéfique sur les lieux religieux? Pour moi, la meilleure méthode, c'est d'utiliser les réseaux sociaux en bon escient. Pourquoi en bon escient? Eh bien, il faudrait que ça soit à titre ludique, c'est-à-dire pour instruire, pour édifier et surtout pour informer dans le sens positif de la chose. Donc déjà, il faut, bon, de façon bénéfique, déjà il y a la manière de filmer, c'est-à-dire ce qu'on doit filmer. Et aussi, lorsqu'on filme des lieux religieux, il faut aussi filmer comment ça se passe. Pas seulement l'endroit, mais également comment se fait la prière en question. Et pas qu'un seul lieu religieux, tous les lieux religieux qui existent, que ce soit musulmans, chrétiens, et j'en passe. Donc ce sont des manières vraiment de développer et de faire la propagande de la religion en question. Voilà. Filmer par exemple des séances de prière,
poster des vidéos de sensibilisation. C'est mon avis. Alors, les utilisations des réseaux sociaux en général n'est pas un mal en soi. Mais quand on est dans un lieu religieux, par exemple, si on doit faire l'annonce des événements, on aura besoin de faire l'usage des réseaux sociaux. Voilà, dans ce cadre-là, on peut dire qu'on peut faire usage des réseaux sociaux pour divulguer l'information, pour partager, on va dire, les événements et autres. Tout le monde ne peut pas se déplacer pour les pèlerinages. L'une des manières les plus bénéfiques d'utiliser les réseaux sociaux durant ces événements, c'est par exemple faire de mini-vlogs ou des vidéos qui retranscrivent ce qui se passe durant ces moments-là. Est-ce que vous aussi, vous faites des snaps ou TikTok sur des lieux spirituels? Rarement. Le plus souvent, quand je fais des snaps ou des TikTok, c'est chez moi. Mais ça peut arriver si je trouve un lieu assez intéressant quand même de snapper, de poser. Ça dépend du lieu. Voilà. Bien sûr, comme tout le monde. Je fais des snaps. Je ne suis pas sur TikTok par contre. Alors à titre personnel, non, parce que je ne vois pas vraiment l'importance de le faire. Voilà, c'est une décision et c'est un choix personnel. Voilà, je n'en fais pas en tout cas. Personnellement, non, je n'en fais pas. Pas de snap, pas de TikTok sur les lieux publics. Aujourd'hui, il est très difficile de ne pas utiliser son téléphone qu'importe le lieu ou l'événement où on se trouve. Ce qu'on souhaite et l'on demande, c'est plutôt de respecter les lieux, surtout lorsqu'ils sont spirituels et religieux. Aujourd'hui, beaucoup de nos chansons favorites ont été réalisées grâce à la musique assistée par ordinateur. Si ce terme ne vous dit rien, ne vous en faites pas. On vient de vous dénicher un expert du digital, mais aussi de la musique urbaine. Dixa, bonjour. Bonjour. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Je vais te laisser te présenter à nos chers téléspectateurs. Je suis charismatique Dixa du groupe Alenzig, beatmaker et initiateur du festival, le Galsen Urban Beat Fest. Super. Et aujourd'hui, c'est quoi la musique assistée par ordinateur? Comme on l'entend, musique assistée par ordinateur. C'est-à-dire que dans le processus créatif d'un morceau, une chanson, on utilise l'ordinateur. Et en fait, il a une place centrale maintenant. Il gère pratiquement tout le processus. Il te permet d'utiliser plein d'instruments différents. Et ce qui permet au beatmaker aussi de faire le travail de tout un orchestre maintenant. Wow. Une seule personne peut faire ça. Voilà. Mais c'est quoi le processus? On voit qu'aujourd'hui, la musique assistée par ordinateur, ça remplace presque les instruments. Mais c'est quoi le processus, les logiciels et surtout le matériel qu'il faut? Les logiciels, c'est des séquenceurs en fait. Les séquenceurs, c'est disons des tables de mixage où tu peux plug, c'est-à-dire que tu peux brancher plusieurs instruments. Ce sont des instruments virtuels. C'est-à-dire qu'ils redessinent le son d'un piano, d'une guitare ou d'autre chose et ils le recréent. Et toi, à partir de ton ordinateur, tu peux le rejouer avec les notes que tu veux. Donc en fait, ils simulent les instruments. Et une fois que tu as simulé ces instruments aussi, il te permet de les mixer. C'est-à-dire de les mettre en perspective au niveau des volumes. Et c'est tout le travail en fait d'un orchestre. Mais c'est carrément grandiose ce que tu dis. C'est grandiose, mais c'est assisté. Et donc en fait l'ordinateur il te propose, plus on va et plus l'ordinateur il te propose des presets. Il te facilite un peu trop des fois. Parce qu'après, voilà, parce que tu peux écouter après des fois il y a plein de morceaux qui se ressemblent. Oui, ça c'est vrai. Voilà, en fait l'ordinateur doit être un outil. Mais il ne doit pas être une finalité. Ce n'est pas lui qui doit contrôler en fait le processus. Il faut que tu aies le processus en tête, original, qui t'appartient à toi. Et tu utilises l'ordinateur pour faire ce que tu veux en faire. Donc, il faut toujours être inspiré avant de faire des musiques. Voilà. Ok. Et tu parlais de Galsen Urban Beat. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'événement? Galsen Urban Beat Festival, en fait, c'est un festival de beatmaking. C'est une première, je pense, à travers le monde. Déjà au Sénégal, c'est une première, en Afrique aussi. C'est un festival qui est dédié au beatmaking. Le beatmaking, c'est la création d'instrumentales de musique urbaine. D'accord. Voilà. Donc, en fait, on a créé ce festival, en fait, sur une idée en fait, de mettre de la comment on appelle ça encore, de la représentativité sur ce qu'on fait, à travers une scène où on pourra enseigner le beatmaking à travers des ateliers, où on pourra parler de beatmaking entre professionnels et surtout aussi où on pourra diffuser. C'est-à-dire que les gens qui font les instrumentaux, ils n'avaient pas de scène où ils pouvaient prester, tu vois. Mais avec ce festival, tu as 32 personnes, 32 beatmakers par exemple, qui peuvent se produire. Et tu as aussi, comment ça s'appelle, tu as aussi le moyen aussi de rendre hommage aux anciens, aux pionniers du beatmaking, voilà, qui sont passés ici, qui ont fait des choses et que la nouvelle génération ne connaît pas. Important. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire au Sénégal en matière de culture, de hip-hop, et nous on essaie un peu juste d'apporter notre pierre à l'édifice. En tout cas, c'est un bon concept. Et justement, aujourd'hui, on parle de musique assistée. Est-ce que en fait, le festival prend en compte aussi la MAO? Bien sûr, c'est une des bases en fait, du festival, comme je vous ai dit. Il y a un caractère éducatif à travers les ateliers d'initiation
parce que je ne vais pas dire formation, tu ne peux pas former une personne en deux séances. Il faut se dire la vérité, c'est de l'initiation. Et nous, à travers nos structures, tout au long de l'année, on donne des cours de formation qui sont plus assidus, où on prend le temps de rentrer dans les détails sur plein de logiciels et plein de concepts. Mais au niveau du festival, c'est de l'initiation, juste pour déjà savoir qui veut faire du beatmaking, leur expliquer qu'est-ce que c'est que le beatmaking et après leur proposer d'aller un peu plus loin. D'accord. Voilà. En tout cas, on va juste revenir dans le thème carrément. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la scène, on va dire, on retrouve la musique assistée dans les films, dans les séries, mais c'est toujours les mêmes personnes en fait. Ils font certes un excellent boulot, ça on le dit, mais aujourd'hui vous allez non seulement recevoir les jeunes ici, d'autres personnes vont regarder l'émission. Selon toi en fait, comment les jeunes aussi peuvent avoir leur pierre à l'édifice et participer à ça? Ben déjà il faut qu'ils soient connus, parce que les gens qui travaillent avec les sociétés de production, c'est parce que les gens les connaissent là-bas. Et ils ont raison, en fait, tu travailles avec les gens que tu connais. Donc, ces jeunes qui sont là, et c'est pour ça qu'une telle initiative, celle qu'on fait là, c'est bien parce que ça leur permet d'avoir de la visibilité. Exactement. Et nous, on appelle les professionnels, que ce soit des gens qui travaillent dans la production audiovisuelle, que ce soit des artistes confirmés qui ont besoin de beatmakers. Quand ils viennent au concert, ils prennent des numéros de téléphone. Voilà, donc en fait, il faut qu'ils se fassent connaître. Et à travers ça, en fait, c'est des scènes comme ça qui peuvent leur donner cette chance-là. Exactement. En tout cas, nous, on va rester pour le festival. Ah ouais. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. En tout cas, on est très heureux de t'avoir reçu. Quant à nous, on va passer à Tegworld. À Dakar en ce moment, il fait excessivement chaud et je pense qu'on a tous besoin de cette invention qui est inédite. C'est une parapluie qui dispose d'un ventilateur, mais aussi d'un revêtement qui vous protège des rayons de soleil. Mist Outdoor est une parapluie conçue pour les périodes de haute chaleur. Elle permet de rester au frais. La parapluie est équipée d'un ventilateur qui peut être lié directement avec une bouteille d'eau. Il est doté aussi d'un revêtement anti-UV pour vous protéger des rayons de soleil. La médecine traditionnelle qui vire au digital, aujourd'hui je vais vous montrer des wantous connectés. Ils sont spécialement conçus pour soulager des douleurs des sportifs. La Ventouse Cooper Ashadaway est un minceur à ventouse dynamique multifonctionnel. Cet appareil à haute technologie associe l'aspiration dynamique à un massage intelligent et l'utilisation de la thérapie par la lumière rouge. Le tout dans un seul et unique dispositif. Destiné aux professionnels de la santé spécialisés pour améliorer le traitement de leurs patients et aux sportifs de haut niveau pour optimiser leur phase de récupération. L'avantage principal de ce minceur à ventouse dynamique est qu'il est connecté et relié par Bluetooth à son application, conçue spécifiquement à cet effet. Depuis son smartphone, l'utilisateur aura la possibilité de personnaliser son temps de traitement d'1 seconde à 12 minutes et de gérer jusqu'à 6 ventouses simultanément. Hightech 221, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans 15 jours avec d'autres invités, mais aussi d'autres nouveautés de la tech. Bye!